Et on va pouvoir passer à Madame Nathalie Kaimili, qui Merci à est vous. chercheuse à l'IFPREMER et qui va nous parler de la construction d'indices d'abondance pour un stock pauvre en données dans le cas du rouget barbé du golfe de Gascogne. Merci. Vous m'entendez bien et vous voyez bien la présentation? C'est Oui, parfait, C'est merci. bon? Ok. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation à participer au webinaire que vous organisez et puis pour vous remercier pour la qualité des échanges en amont. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Nathalie Camidi, donc je travaille à l'IFREMER en écologie des ressources exploitées. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une agrégation d'un certain nombre de travaux. Mais évidemment, ce sont des travaux qui sont réalisés en collaboration, hein. Donc derrière, c'est un travail pluridisciplinaire qui associe des biologistes, des statisticiens, des sociologues, des politologues parfois, des géographes. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis devant vous. Donc là, par rapport à la présentation précédente, moi, je vais descendre au niveau de population, donc de population exploitée, et je vais présenter des travaux qui visent à apporter des connaissances pour une gestion durable des ressources. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc l'intervention elle vise à vous exposer comment on construit des indices d'abondance pour un stock pauvre en données et en prenant l'exemple du cas du rouget barbet du golfe de Gascogne. Donc l'objectif de la communication, c'est d'expliquer rapidement un rappel sur l'espèce étudiée et le statut du stock, d'expliquer la méthode développée pour conduire ces indices d'abondance, quelle communication on fait avec nos résultats, quelle utilisation autre on fait aussi des résultats que l'on a construits et les perspectives de travail. Donc, le rouget barbet, c'est un poisson benthique qui vit sur le fond ou à proximité du fond. Il aime les substrats de type sableux, graveleux et coquillés, avec une abondance généralement plus forte autour des profondeurs inférieures à 100 mètres. Il vit souvent en petits groupes, mais parfois il peut vivre seul. C'est un poisson qui a une maturité sexuelle à la deuxième année. Et sinon, sur les autres caractéristiques, les individus se nourrissent surtout de vers, de crustacés et de mollusques. Donc c'est un poisson qui est bien présent sur nos côtes, qui fait pas partie d'une espèce qui est très ciblée. Elle fait partie d'un ensemble d'espèces pêchées par différents engins de pêche, et je reviendrai après. Mais elle a une valeur économique intéressante et c'est pour ça qu'elle fait l'objet d'études. En matière de distribution, elle est présente sur les côtes européennes depuis le sud de la Norvège et du nord de l'Écosse jusqu'au nord de l'Afrique de l'Ouest. Donc elle a je sais pas si vous voyez ma souris. Ouais. Donc elle a une large répartition. Euh, le rouget barbet est présent sur toute cette zone. Et en fait, quand on s'intéresse à l'état des stocks, je voulais insister sur cette notion-là. Le stock, c'est pas l'ensemble de la population, c'est la partie exploitable de la population d'une espèce dans une zone donnée. Donc, le stock de rouget barbet, en fait, ce sont les individus qui ont une taille minimale atteinte. Donc, ce ne sont pas les juvéniles, ce ne sont pas les œufs et larves, c'est vraiment les individus autour à peu près de 15 centimètres de long et au-delà, et dans une zone donnée. Et pour la gestion du stock, en fait, on a séparé, l'Europe a séparé le rouget barbet en différents stocks, et actuellement on reconnaît deux stocks identifiés. Donc le stock de la zone 6, 8 et sous-zone 7 et 9, donc la zone qui est découpée là, qui est surlignée en rouge, et la zone, le rouget barbet de la zone 4 et 3 et division 7. Donc moi aujourd'hui je vais m'intéresser au stock qui est qui est entouré en rouge, le stock mur ouest. Alors en fait l'état des stocks des populations de poissons pour l'Atlantique Nord-Est, ils sont établis par le Conseil international pour l'exploitation de la mer, pardon, le CUM. Donc le CUM, qui est une organisation scientifique intergouvernementale, qui est basée à Copenhague et qui en fait regroupe des avis, enfin des différents scientifiques de différents pays et qui émettent des avis collégiaux, collectifs sur l'état des stocks, sur l'état des habitats. Et voilà. Donc c'est pour l'Atlantique Nord-Est. Et pour l'état des stocks, en fait, le CUM définit six catégories de stocks et le rouget barbet fait partie de la catégorie 5. Donc, c'est-à-dire que pour cette espèce-là, on considère qu'on a très peu de données et uniquement les débarquements, les landings sont disponibles. Donc, les landings, les débarquements des pêcheurs professionnels
sont disponibles pour caractériser le stock. Donc vous vous doutez bien que c'est largement insuffisant pour donner un diagnostic sur la vie, un avis biologique sur la population, puisque les débarquements, ça reflète l'activité de pêche. Et pour donner un avis sur l'état biologique, il faut connaître la structure en taille, la dynamique de la population et associer la pression de pêche. Alors, pourquoi il n'y a pas il y a très peu de données qui sont connues pour le rouget barbé. En fait, en général, quand on travaille sur un stock et qu'il est évalué, on s'appuie sur des campagnes scientifiques. Et là, pour le rouget barbé, il n'y a pas de campagne scientifique idoine, c'est-à-dire adaptée pour rendre compte de l'abondance. Je vais vous montrer. Donc là, actuellement, la seule campagne qui existe, c'est la campagne Evoe. Donc, vous avez à gauche, là, sur la carte, les strates qui sont définies lors de la campagne Evoe. Et chaque année, il y a à peu près 140 séquences de pêche, donc 140 traits de chalut qui sont menés sur ces zones colorées et qui permettent de collecter des poissons benthiques, mais pour le rouget, et donc de construire un indice d'abondance qui est montré là sur la partie droite de l'écran. Mais derrière, si on regarde le nombre de poissons cumulés sur la période 1987-2014, vous voyez bien que cet indice d'abondance, il est construit sur un nombre de poissons très faible au regard de l'étalement de la distribution spatiale de l'espèce. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir sur le PowerPoint, mais on est à 900 poissons. Donc c'est sur 900 poissons, par exemple, qui font la taille de 13 cm. Donc c'est largement insuffisant. Donc c'est un nombre de poissons très faible. Donc il fallait développer une autre méthode. Donc c'est pour cela qu'on s'est associé dans le cadre de 2 projets qui ont été financés par France Filière Pêche, le projet Roméligo qui est achevé et le projet Acoste, pour construire des indices d'abondance. Et nous, l'idée qu'on avait, c'est d'utiliser, au-delà, vu que les données de campagne scientifique n'étaient pas disponibles, d'utiliser les données de capture des pêcheurs professionnels. Donc là, vous voyez sur la figure de gauche, vous voyez les captures donc du rouget barbé sur la zone que je vous ai définie pour le stock Mur-Ouest. Donc vous voyez que déjà la France est une nation qui une des nations qui capture le plus le rouget barbé. Ensuite, on a regardé spatialement où étaient les captures de rouget barbé. Et après, on a regardé en matière d'engins de pêche, quels étaient les principaux engins de pêche qui capturaient le rouget barbé. Donc là, vous voyez l'évolution depuis 2000 à 2015 en fait, la répartition et l'évolution des captures en fonction des différents engins. Donc nous, dans la méthode, on avait 5 flottilles potentielles. Les flottilles qui utilisent le chalut de fond à panneau, les chaluts jumeaux à panneau, le filet droit, le filet de tramail et la seine danoise. Donc c'était 5 flottilles candidates à partir desquelles on pouvait potentiellement construire des indices d'abondance pour rendre compte de l'abondance du rouget barbé. Donc pour cela, on a utilisé 2 types de données. Donc on a utilisé des données d'observation à bord des navires de pêche qui sont réalisées selon un protocole national depuis 2003. Donc ça sert à s'assurer que l'observation s'assurait que les rejets ne faussent pas les données de pêche. Et ensuite, on a utilisé les données de déclaration, des données déclaratives qui sont obligatoires pour tous les pêcheurs. Donc ce sont les données s'accroissent. Et là, on a analysé les débarquements par unité d'effort. Alors la méthodologie, évidemment, là c'est trop court pour présenter, mais l'idée, c'est de vous montrer à partir du moment où on a extrait les données, nettoyé les données, pour chaque engin, on a travaillé avec 4 étapes. Une étape préliminaire qui a visé à savoir si les rejets étaient importants pour l'engin de pêche. Une étape qui visait à savoir quelles étaient les caractéristiques techniques des navires ou spatio-temporelles qui influaient sur les captures par unité d'effort. Une étape sur la typologie des navires, sur une approche multicritère qui permettait de choisir les flottilles et sur un peaufinage ensuite qui va sur un aspect temporel et de maillage. Donc là, j'ai pris le choix de sélectionner 2 aspects. Et en parallèle, c'était pour insister aussi sur que ces travaux-là, ils sont menés selon une approche partenariale. Donc, on travaille avec des groupes, on est en groupe de travail scientifique, structure professionnelle. Et là, je vous ai montré, par exemple, dans le cadre du projet Acoste qui est en cours là, les différentes réunions que l'on conduit avec des groupes de travail flottille. Et vous voyez dans la partie haute de la figure, chaque élément qui sont discutés avec les partenaires, les professionnels et les représentants de l'État dans le cadre du rouget barbé. Donc, si j'en arrive à, par exemple, l'analyse préliminaire des rejets, pourquoi c'est important? Là, je vous montre 2 exemples. Donc, en haut, vous avez le chalut de fond à panneau et en bas, le filet de tramail. Donc, la figure du haut, elle vous montre que entre 2009 et 2015,
la proportion, enfin, les individus qui vont être rejetés, donc qui font partie, parce que quand on a une pêche, on a la capture par l'engin de pêche, il y a un tri à bord du bateau, et le pêcheur n'est pas obligé de tout garder. Donc, il peut rejeter une partie en mer, et puis conserver une partie pour la vendre. Et en fait, si vous utilisez la donnée qui arrive à terre et qui est la donnée de débarquement, vous pouvez avoir une idée faussée de l'abondance réelle, puisqu'une partie du poisson aura été rejetée, et donc vous allez biaiser votre indicateur. Donc dans le cadre du filet au-dessus, là, de l'engin OTB, vous voyez que l'essentiel des captures qui sont rejetées sont composées d'individus inf, c'est-à-dire inférieurs à la taille minimale. Donc ça va pas entraîner un biais dans mon indicateur. Alors que si j'avais voulu utiliser les filets tramail, vous voyez que j'ai des proportions très importantes, autour de 20-30% même, ça va un peu en moins de 30% de captures, d'individus au filet tramail qui ont la taille commerciale et qui vont être rejetés en mer et donc que je vais perdre dans mon jeu de données. Donc ça veut dire que typiquement, le filet tramail ne peut pas être utilisé pour construire un indice d'abondance. Un autre aspect de l'étape 3, donc c'est l'approche multicritère. Donc là, par exemple, sur le filet le filet droit, du coup, puisque le filet tramail était isolé. Sur le filet droit, on a mis en place, alors c'est juste pour vous montrer les critères que l'on a établis, donc des critères obligatoires et des critères optionnels qui concernent un nombre de bateaux suffisant, une longueur de la série de données suffisante, un niveau de capture suffisant également. Et ensuite, on a mis des critères optionnels qui concernent la stabilité du signal, la présence sur l'ensemble de la zone d'étude et certaines liées à la variabilité. Donc tout ça, ça nous permet de choisir des clusters de navires, donc des navires pour lesquels on va considérer que l'indice la capture représente une abondance parce qu'on a évacué l'aspect stratégie de pêche et l'aspect impact de l'engin ou de la taille du bateau. Donc là, typiquement, un exemple de résultat, vous avez ici un indice d'abondance obtenu avec le filet droit dans la zone 7-8, donc dans la zone Golfe de Gascogne et au nord, pour des fileyeurs, différents types de filets. Donc l'idée, après, l'intérêt, c'est de montrer si on voit une tendance significative ou pas. Donc quand vous avez les droites là en rouge, ça veut dire que les tendances sont significatives. Donc le signal, c'est que l'indice construit à partir de ces engins de pêche montre que l'abondance tend à diminuer. Et donc on a fait ça à la fois sur le filet droit, on a utilisé le chalut de fond à panneau dans la zone 8 et la Seine danoise dans la zone 8. Donc voilà les indices d'abondance que l'on a construits pour le rouget barbé à partir de trois. Vous vous rappelez, au début, j'ai dit qu'il y avait 5 flottilles candidates. En fait, on a éliminé 2 flottilles et on a 3 flottilles qui nous permettent de construire des indices d'abondance. Et l'intérêt, c'est de comparer si les tendances de ces indices sont convergentes entre les engins et après de remonter ça à l'aura. Donc concrètement, ce travail a permis à développer une méthodologie qui est transposable à d'autres zones, à d'autres engins, d'autres ressources, à condition que l'on prenne en compte l'analyse préalable des rejets. Donc on a publié ce travail-là en 2019. Et donc, ça nous a permis de construire des indices d'abondance pour 3 stocks. Donc, je vous ai présenté là que le rouget barbé, mais on l'a travaillé aussi sur le merlan et le lieu jaune. Donc maintenant, je regarde l'heure. Donc maintenant, c'était pour vous expliquer à quoi ça sert et comment on a communiqué ça auprès de l'Europe. Donc, je vous parlais tout à l'heure que le CUM, c'est l'instance intergouvernementale qui évalue le stock de poissons pour l'Atlantique Nord-Est, sur la plupart des espèces. Donc nous, ces travaux-là, on les a transmis au CUM, donc sous la forme de working document. Donc vous avez toutes les références. Donc depuis le premier projet, depuis Romiligo, et on est en train de le faire encore sur Acoste. Donc on transmet les développements méthodologiques en proposant la méthode, en la défendant, en disant pourquoi c'est intéressant de l'utiliser pour la faire reconnaître à l'Europe. Et maintenant, on transmet tous les ans les indices d'abondance développés par cette méthode. Et on répond aussi, ça nous sert aussi à répondre à une saisine de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qui nous a demandé aussi d'expliciter la méthode utilisée et explicitement de mettre à jour ces indices pour les communiquer à l'eau. Voilà, là c'est pour vous expliquer comment on diffuse, au-delà de la communication scientifique pour valider la méthodologie développée avec les statisticiens, comment on diffuse auprès des personnes qui interviennent dans l'établissement, le diagnostic biologique de la ressource. Et justement, je voulais revenir je me suis dit que c'était intéressant de mettre cette figure dans le PowerPoint parce que
souvent les gens pensent que ce sont les chercheurs, les biologistes qui fixent les quotas, mais en fait non. On intervient dans la définition des quotas forcément, mais sur l'aspect biologique et parfois économique. Mais là, je vais vous expliquer. En fait, admettons que les données ont été collectées en 2022, donc les données scientifiques et les données professionnelles. Donc les données scientifiques et professionnelles permettent d'avoir un diagnostic sur l'état biologique, structure en taille, population en place et la pression de pêche. Donc ça, c'est à réaliser au niveau du CUM, l'instance dont je vous ai parlé juste avant. Donc ça va être, ce sont des groupes de travail qui vont être conduits, enfin menés en mai et en octobre de 2023, par exemple. Donc là, ça va être un avis biologique. Cet avis, il va être transmis à la Commission européenne. Il va être transmis à la Commission européenne qui va saisir différentes instances qui vont cette fois-ci intégrer une composante socio-économique, donc une prise en compte de la composante socio-économique, donc l'importance de ces différentes ressources, l'impact qu'auraient les changements réglementaires euh, sur ces ressources, et c'est la Commission européenne qui va proposer des totaux admissibles de capture, ce qu'on appelle les TAC. Les TAC vont être proposés à l'automne au Conseil des ministres, qui va se réunir en décembre. Donc là, cette année, je crois que cette année, c'est le 12 décembre que le Conseil des ministres, autour du 12 décembre, qui se réunissent. Et c'est là que le Conseil des ministres va approuver, rejeter, élaborer un compromis pour répartir les TAC en quotas nationaux selon une clé historique. Et ensuite, en 2024, il revient à chaque ministère des pêches, donc par exemple la France, l'Espagne, de faire appliquer les TAC et donc les quotas nationaux qui ont été décidés. Et après, la gestion, elle revient aux organisations de producteurs. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que l'indice d'abondance et l'indice que je vous ai présenté très très rapidement aujourd'hui, ça vient nourrir les travaux du CUM qui sont réalisés et qui sont présentés en mai et en octobre généralement. Et voilà, mais c'est tout dans un processus décisionnel qui amène à l'aboutissement, à la définition des TAC et des quotas, mais pour lequel d'autres considérations sont prises en compte. Pour terminer quelques diapos, donc ces données-là, on les utilise donc pour avoir des informations sur l'état biologique de cette ressource, mais on s'en sert aussi pour mieux comprendre aussi la distribution et la répartition de l'espèce en lien avec son environnement. Donc, on a utilisé ces données d'indice d'abondance pour travailler sur des analyses de séries chronologiques à long terme et saisonnières récemment dans un article qui a été publié en 2021. Donc, ça nous a permis, sur la base de ces indicateurs d'abondance construits à partir des données de pêche professionnelles, ça nous permet aussi d'aller vers la meilleure compréhension de la fréquentation, de la distribution du rouget barbé dans son habitat. Donc, c'était une première pour un stock DLS, puisque ils sont réputés avoir très peu de données, donc très peu de connaissances. Et donc, nous, on voulait montrer qu'on pouvait, valoriser ces données aussi pour mieux comprendre la biologie et l'écologie de l'espèce. Alors maintenant, la suite, les perspectives, et je finirai par cette diapo-là. En fait, je suis convaincue, et c'est pour ça que cet aspect de mon travail m'intéresse beaucoup, c'est que c'est une méthodologie qui permet de pallier l'absence de campagne scientifique idoine pour certaines espèces. Il y a beaucoup de données de stocks qui sont pauvres en données, qui sont dans la catégorie des DLS. Et pour moi, c'est vraiment un outil de travailler sur ces indices d'abondance à partir de captures professionnelles. C'est un outil intéressant à mettre en place pour mieux connaître aussi, donc du coup, la biodiversité, puisqu'on peut s'intéresser à d'autres espèces que le rouget barbé, et on a commencé à le faire, et comprendre les interactions avec l'environnement. Et nous, concrètement, là, on a un projet en cours que l'on est en train sur lequel on travaille beaucoup, qu'on doit déposer pour le 3 décembre prochain, un appel d'offres local, qui s'appelle le projet Avison, et il vise à caractériser l'évolution de la biodiversité à différentes échelles spatiales complémentaires pour anticiper les changements. Et donc, on propose dans le projet de développer la méthode dont je viens de vous parler, mais sur d'autres espèces. Donc, sûrement parmi les espèces candidates, on a tous les sparidés, donc les sards, les dorades, ou d'autres. Enfin, le choix sera à faire avec le comité de pilotage qui accompagnera le projet. Mais voilà. Donc maintenant, je croise les doigts pour que ce projet passe. Mais voilà. Donc c'est pour vous montrer une perspective de travail. Je vous remercie pour votre attention et j'écoute toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Du coup, on va pouvoir passer aux questions. Jean-Baptiste, tu as une question? Oui, bonjour. Du coup, merci de la présentation était super complète. Enfin, c'était super.
J'avais une question sur les. Alors, dans une des diapos, vous notiez il y avait des pêches qui étaient rejetées, même si les poissons entraient dans les tailles qui pouvaient être pêchées. Euh, voilà, c'est ça exactement. En fait, ça, c'est parce que c'est des poissons qui sont du coup pas intéressants économiquement Ouais. et ouais. Et du coup, juste après, je voulais ma question qui en découlait aussi, c'est est-ce que ces pêches, ça conduit à un fort taux de mortalité des poissons qui sont relâchés aussi après et du coup, est-ce que ça influe sur les stocks? Ok. Alors, donc merci pour la question. Donc, effectivement, quand on a des captures, des rejets de poissons qui sont supérieurs à la taille commerciale, la raison, elle est multiple. Alors, le rouget barbet est une espèce, je le disais tout à l'heure, à forte valeur ajoutée. Donc, c'est une espèce qui est très bien, enfin, en général, très bien travaillée par les pêcheurs, puisqu'elle a, si elle est perdue, si elle est rejetée, une perte financière. Donc, là, les individus qui sont rejetés, ce sont en fonction des engins, par exemple, sur le filet de travail, ce sont des individus qui peuvent être noyés, donc ils peuvent être dégradés en état enfin, ils sont morts, mais noyés, ils sont dégradés des fois par des prédateurs, ça peut être des crabes, des poux de mer, enfin, des, des, des espèces qui vont venir abîmer le poisson et du coup, il est plus commercialisable. Donc, en général, c'est ça. Et, euh, et dans les autres cas, donc, vous voyez, le chalut, là, quasiment tous les individus, qui sont au-dessus de la taille commerciale sont débarqués. Après, je ne l'ai pas dit, mais il y a en parallèle un règlement zéro rejet qui se met en place pour les pêches, qui est mis en place pour les pêches maritimes. Donc petit à petit, c'est une réglementation qui amène les pêcheurs à débarquer l'ensemble de leurs captures. Et donc, enfin, le rejet doit devenir une dérogation, mais ne doit plus être une pratique largement réalisée. Ça doit devenir une pratique accessoire. Et si bien que maintenant, les rejets sont comptés dans les quotas de pêche. Avant, les quotas de pêche n'étaient comptés que les débarquements. Maintenant, dans les quotas de pêche sont comptés aussi les rejets. Et les pêcheurs ont l'obligation pour certaines espèces. Ça se met petit à petit en place pour un certain nombre d'espèces, les individus qui ne veulent pas garder euh, pour, euh, pour une vente, pour la consommation humaine, ils doivent malgré tout le ramener à bord et le vendre à terre pour la consommation, enfin pour l'alimentation chien et chat. Donc ça pose la question. Et après, l'autre cas où on a des poissons qui ont la taille commerciale, mais qui n'ont pas de, mais qui n'ont plus de, mais qui sont rejetés. C'est le cas malheureusement de la consommation des quotas. Par exemple, le quota peut être atteint et le pêcheur n'a plus le droit euh, de, de, de débarquer cette espèce-là, mais du coup, il est obligé de le rejeter. Voilà. Et la deuxième question, c'était par rapport à l'incidence sur le stock, c'est ça? Oui, c'est ça, mais vous avez un peu répondu à la question en disant pas, c'était dans quel état ils étaient, notamment. Donc, vraisemblablement, la plupart de ces poissons, ils sont morts quoi, quand ils sont rejetés Oui, déjà. oui. Donc, dans tous les cas, ils vont pas être remis dans le stock de poissons pêchables, quoi. En fait, c'est ça Non, le. non, non. Par Ok. contre, il y a eu une grosse polémique. Enfin, il y a eu un gros, enfin, pas une polémique, une discussion scientifique importante quand le règlement zéro rejet a été mis en place, parce que une certaine partie enfin, des scientifiques estimaient que justement ces rejets avaient aussi une importance sur l'écosystème autre, qui était que ça va fournir, enfin, ça va alimenter les détritivores, les oiseaux, parce que quand un bateau pêche, il y a toujours une colonie, enfin, il y a des oiseaux qui sont présents aussi. Donc, ça va modifier malgré tout un fonctionnement de l'écosystème, le fait de ne pas rejeter cette partie qui a été capturée et qui n'était pas vendable. Mais bon, je crois que là, les derniers travaux que j'avais pu lire sur le sujet, c'est que l'argument de l'impact réel sur l'écosystème n'était pas si important que ça. Mais non, donc de toute façon, sur la population vivante, enfin, il y a pas d'impact. Mais sur l'aspect fonctionnement de l'écosystème, ça avait quand même un impact sur les autres espèces, les crabes, voilà, des espèces détritivores qui pouvaient récupérer ce qui retombait au fond, ou les oiseaux. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Oui, s'il y a encore une question de Loïc, tu peux la poser. Bonjour. J'avais une question par rapport au début de votre présentation, on va dire un peu pour la méthode.
vous aviez parlé des deux stocks qui étaient constitués pour le rouget, le stock ouest et le stock est un peu. Pourquoi faire deux stocks et pourquoi en fait le Royaume-Uni sert de barrière en fait? Ok. Bah, merci pour la question. C'est vrai que je suis passée vite là-dessus. En fait, un stock, c'est un ensemble, enfin, c'est une partie exploitable de la population dans une zone donnée. On peut, ça fait référence aussi derrière à la gestion des stocks, à la gestion de enfin, de cet ensemble de poissons. Et derrière, il faut qu'il y ait une pêche qui soit à peu près cohérente, à peu près homogène. Et là, cette séparation, en fait, la séparation qui a été faite entre les deux stocks, elle est basée, alors, tout d'abord sur des considérations biologiques. Il y a eu des travaux de morphométrie qui sont intéressés à la morphométrie globale des rougets barbets et la morphométrie des otolithes. Donc, ce sont des pièces calcifiées. Donc, vous avez là, enfin, je sais pas, sûrement vous voyez pas bien, mais ce sont des pièces calcifiées qui sont dans l'oreille interne des poissons. Et ce sont des outils qui servent à délimiter des stocks. Donc, ça permet de voir que ce sont des populations qui fonctionnent de manière plus ou moins, alors pas complètement autonome, mais assez autonome pour se dire, ben, on peut séparer l'ensemble du rouget barbé de cet espace-là en deux groupes. Alors en fait, les travaux sur la biologie, enfin sur les otolithes, la morphométrie, ils avaient séparé en trois groupes. Ils avaient séparé dans le cadre bleu le travaux Manche-Mer du Nord, ça c'était très distinct. Et après, pour le reste, ils avaient regroupé un stock plutôt la zone 7. Alors, je fais des signes, mais je crois que je ferais mieux avec la souris. Plutôt cette zone-là et plutôt cette zone golfe de Gascogne. Voilà, il y avait ce secteur-là et ce secteur-là. Par commodité et parce que c'est pas possible de faire plein de stocks, il y a deux stocks qui ont été définis, mais sur la base enfin, biologique, de morphométrie, donc qui traduisent un fonctionnement différent de population entre donc biologique. Et à cela s'ajoute aussi, il faut le dire, des pêches qui sont pratiquées qui sont différentes entre cette zone-là et cette zone-là. Voilà. Ça répond à votre question? Je pense que Loïc a bugué, mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour votre temps, la présentation et le temps que vous avez pris pour répondre à nos questions. Merci Ok, beaucoup. merci. Et maintenant, on va passer à la présentation des posters de cette session. Oui, oui, c'est assez clair, je trouve. Merci. Merci Loïc. Ah, Parce qu'il a un délai, bref. Du coup, concernant ce poster, il a été réalisé par Baptiste Laskowski et moi-même. Donc, l'Anthropocène est marqué par un réchauffement global des températures et certaines espèces se retrouvent ainsi contraintes à déplacer leur sorte de répartition vers des altitudes ou des latitudes plus élevées parce qu'elles veulent rester dans des conditions de température qui leur conviennent. Cependant, on a un réchauffement si rapide que la capacité de mouvement d'un grand nombre d'espèces est insuffisante. Et on s'est ainsi demandé si, donc dans ce poster, on s'est demandé si l'homme pouvait, par la méthode de la migration assistée, déplacer les espèces dans un objectif de conservation de la biodiversité. La migration assistée, elle consiste en l'introduction intentionnelle d'une espèce dans un nouveau milieu, hors de son aire de répartition originale. Dans le contexte du réchauffement climatique et donc de la hausse des températures, le but de la migration assistée est de prédire les potentiels futurs endroits où les conditions seront réunies pour la survie de l'espèce, afin d'y déplacer des individus. Pour cette méthode, un nombre assez élevé d'expérimentations ont pu être réalisées avec des résultats plutôt satisfaisants. Mais finalement, c'est une méthode qui est assez peu appliquée de manière concrète. Et pour faciliter l'accommodation des espèces lors d'une migration assistée, une solution pourrait être de modifier ou de créer un habitat. Et c'est là qu'on peut utiliser les récifs artificiels. Ce sont des structures immergées par l'homme afin de créer, protéger ou restaurer un écosystème riche et diversifié. Ils permettent notamment la migration assistée des coraux, et ceci en créant un écosystème viable autour de ceux-ci.
Et donc, si vous voulez en savoir plus sur la migration assistée et sur les récifs artificiels, je vous propose d'aller voir notre poster. Bonjour à tous, du coup, avec Cécile Rococo et moi-même, donc on a réalisé un poster sur les associations des haies et des bandes herbacées dans la vie biologique. Donc, les habitats semi-naturels sont des habitats créés par l'activité humaine dans lesquels la structure de la végétation est déterminée par l'homme. Ces habitats fournissent des services écosystémiques, comme notamment la conservation des auxiliaires de culture qui sont nécessaires à la lutte biologique. Les haies et les bandes herbacées sont les habitats semi-naturels les plus courants dans les agrosystèmes. En effet, les haies et les bandes herbacées, pardon, sont les habitats que vous retrouvez dans les écosystèmes. Et généralement, les agriculteurs vont mettre en place soit des haies ou des bandes herbacées, mais pas les deux en même temps. Et c'est ça qui pose problème, car les différents groupes fonctionnels vont choisir des habitats semi-naturels selon différents facteurs, comme par exemple les ressources qui sont fournies par ces habitats. Et on s'est donc posé la question de la pertinence de l'association des haies et des bandes herbacées dans le cadre de la lutte biologique. Et vous pouvez donc retrouver notre poster sur le Padlet si vous voulez en savoir plus sur ces pertinences d'association. Bonjour. Alors du coup, Roxane et moi-même Solène, nous avons réalisé un poster sur les stratégies de conservation de la biodiversité génétique des plantes cultivées. Donc pour pouvoir se nourrir, l'homme il a sélectionné des plantes et pour qu'elles répondent à ses besoins, par exemple, qu'elles soient plus productives. À la suite de cette sélection variétale, la diversité génétique des plantes cultivées, elle est en déclin et les variétés locales qu'on va dire traditionnelles, elles vont être remplacées par les variétés modernes qui sont les nouvelles variétés et qui sont génétiquement plus pauvres. Cependant, du coup, ces variétés locales ont une meilleure résistance au stress biotique et abiotique, comme la sécheresse ou certaines maladies. Et du coup, ça les rend plus intéressantes, car avec le réchauffement climatique, ces caractéristiques sont devenues nécessaires. Et du coup, les semenciers vont pouvoir créer à partir de ces caractéristiques de nouvelles variétés plus résistantes. Mais pour cela, il faut qu'elles soient accessibles et donc il faut pouvoir les conserver. Et c'est ce que nous vous laissons découvrir sur notre poster, à aller voir sur le Padlet. Bonjour à tous, je suis Simon Doyer et je vais vous présenter mon poster qui s'intitule L'importance de l'hétérogénéité dans les paysages agricoles. Donc depuis la fin du 19e siècle, l'hétérogénéité a diminué dans les paysages agricoles. Ceci est dû au remembrement des terres agricoles qui a lieu dans toute l'Europe et qui a entraîné une diminution de l'hétérogénéité. Donc l'hétérogénéité dans les agrosystèmes est favorisée par la diversité d'utilisation des terres, mais aussi par la répartition dans les paysages agricoles de ces différentes utilisations des terres. De plus, l'hétérogénéité dans les paysages agricoles va évoluer au fil du temps. L'hétérogénéité dans les agrosystèmes est très importante car elle favorise la présence d'auxiliaires des cultures, donc ce qui est bénéfique pour les agriculteurs. De plus, l'hétérogénéité permet la présence d'une grande diversité d'habitats, ce qui va être favorable pour la biodiversité. Il est donc essentiel de protéger, de conserver et de restaurer l'hétérogénéité dans les écosystèmes naturels, mais aussi dans les agrosystèmes, car elle est bénéfique que ce soit pour la biodiversité et donc pour l'agriculture. Je vous invite donc à vous rendre sur le Padlet si vous voulez découvrir ce poster plus en détail. Euh, du coup, bonjour, je suis Claire Hôtel. Je vais vous présenter très rapidement le sujet de mon poster. Moi, j'ai décidé de travailler sur la manière et les mesures dans lesquelles les aires protégées elles proposent un rempart efficace contre l'érosion de la biodiversité.
Je me suis penchée sur cette question parce qu'on parle énormément des aires protégées et en fait, on ne sait pas réellement ce à quoi elles servent. Donc, bien sûr, ces aires protégées, elles ont été créées et elles s'expandent à l'échelle mondiale, comme on peut le voir sur la carte sur le côté. Des aires marines protégées terrestres et marines. Elles ont pour objectif tout d'abord, bien sûr, de protéger les écosystèmes et les espèces, mais on oublie souvent qu'elles ont aussi pour objectif de protéger les sociétés humaines et les cultures qui sont contenues dans ces espaces. Du coup, dans mon poster, je m'intéresse à l'utilisation des indices pour savoir si ces différents objectifs ils sont réalisés. Et puis, j'ai remarqué que les résultats ils étaient relativement contrastés suite à la réalisation de ces indices. Et puis enfin, je présente quelques exemples encourageants en termes de gestion qui sont plus efficaces que ce qu'on note à l'échelle mondiale. Du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à venir découvrir ce poster sur Padlet, pardon, et puis éventuellement aller regarder la vidéo qui est disponible aussi sur la chaîne YouTube du master. Bonjour à tous. Jean-Baptiste Barbier et moi-même avons réalisé un poster qui s'intitule Favoriser la biodiversité pour réduire les risques zoonotiques. La santé humaine, environnementale et animale sont étroitement liées. Actuellement, l'homme, de par son expansion, applique une pression constante sur son environnement qui peut aboutir à une perte d'habitat et d'espèces. Le dérèglement de la biosphère peut également se traduire par un contact accru entre l'homme et les animaux sauvages, mais ce contact peut également se faire entre les animaux domestiques et sauvages. Actuellement, la demande en protéines alimentaires ne fait qu'augmenter. Afin de répondre à cette demande croissante, de plus en plus d'élevages intensifs émergent, faisant peser un risque sanitaire sur notre société. Du coup, les contacts qui forcément s'accroissent aussi entre les hommes et les animaux font qu'on se retrouve de plus en plus exposé à de nouvelles zoonoses qui représentent près de 75% des maladies émergentes actuelles. Bien souvent, ces maladies peuvent entraîner de graves problèmes sanitaires, mais également des pertes conséquentes au point de vue sanitaire ou social. Ce fut notamment le cas de la pandémie du Covid-19, même si son origine zoonotique est un peu débattue. Notre poster a donc pour but de s'intéresser aux moyens mis en place afin d'identifier les zones à risque de zoonose et quelles sont les mesures qui sont prises dans ces zones afin de réduire les risques zoonotiques, notamment comment conserver de la biodiversité et comment la diversité génétique, par exemple, est essentielle pour pour servir de rempart contre l'émergence de zoonoses. Voilà, donc je vous invite comme les autres auparavant, à ne pas hésiter à aller voir notre vidéo sur le Padlet ou à venir nous voir pour le poster. Merci bien. Merci à tous pour les présentations de posters. On vous propose une petite pause. On reprendrait vers 15h20, donc ça nous fait 25 minutes. À tout à l'heure. Merci pour votre écoute.